Bonsoir, Monsieur Sokpo. Vous êtes l'ancien président de SOS Racisme et vous êtes membre du comité de soutien à Thierry Michel Atangana. Donc nous sortons de la réunion de soutien dans la mairie du 20e. Alors je vous ai suivi avoir un ton assez dur quand même sur les conditions d'incarcération de Thierry Michel Atangana, votre compatriote français. Enfin, c'est un ancien Camerounais quand même. Vous êtes au Cameroun. Aujourd'hui, il est devenu français. Et vous semblez, dans votre intervention, douter de la justice du Cameroun. Et de toute évidence, vous voulez faire pression sur la justice camerounaise. Est-ce que vous ne croyez pas que votre initiative qui sépare le cas de Thierry Michel Atangana de son complice Titus Ezoa est susceptible d'irriter les Camerounais qui soutiennent l'opération Épervier dans le cadre de laquelle M. Thierry Michel Atangana est incarcéré? D'abord, si on dit que M. Ezoa et Atangana sont des complices, ça veut dire que vous prenez position sur la culpabilité de ces personnes. Moi, je soutiens et j'affirme que c'est, que Michel Atangana est innocent, qu'aucune preuve n'a jamais été produite de sa culpabilité et que cette affaire est cousue de fil blanc. Et que dans cette histoire, je le dis et je l'affirme, la justice camerounaise n'a pas fait un travail digne d'un état de droit et qu'il y a eu des pressions politiques pour faire en sorte que des décisions de condamnation soient prises. Donc peut-être que ça irrite des gens, mais c'est la réalité et je continuerai à l'affirmer et à l'acclamer. Oui, mais c'est quand même bizarre que vous essayez de dissocier le cas de Thierry Michel Atangana de celui de Titus Ezoa. Non, c'est pas bizarre. C'est pas bizarre, puisque, en l'occurrence, M. Atangana est victime collatérale, manifestement, d'un règlement de compte politique entre M. Biya et son ancien numéro 2. Je ne vois pas en quoi le fait qu'il y ait au plus haut niveau de l'État camerounais des affrontements à un moment donné entre deux dirigeants devrait autoriser de détruire la vie d'une personne. Donc oui, je dissocie formellement ces deux cas et je dis, en l'occurrence, que Michel Atangana n'a rien à faire en prison parce que, encore une fois, aucune preuve n'a été apportée. Vous savez tout de même que lorsqu'il y a des détournements de fonds, il y a des traces bancaires, il y a des comptes vers lesquels l'argent a été. Où sont ces comptes? Où sont les traces bancaires? Où sont les preuves? Cette affaire a été jugée de façon définitive. Vous savez également que quand une affaire est jugée de façon définitive, tout le monde a le droit de produire les preuves. Pourquoi ces preuves ne sont-elles pas produites aujourd'hui? Pourquoi? C'est facile de produire les preuves, de montrer où sont les mouvements bancaires. Pourquoi ne sont-elles pas produites ces preuves? Oui, M. Sokpo, on connaît au Cameroun le cas d'une autre Française, Lydienne Youm, avocate, qui a aussi été incarcérée et qui profite de sa nationalité française pour demander d'être défendue. Est-ce que vous ne croyez pas que les Camerounais peuvent se sentir heurtés, que certaines personnes profitent de certaines situations en tant que Camerounais et une fois qu'ils sont incarcérés, ils font valoir leur nationalité française pour faire pression sur la justice? C'est également ce qu'on disait de M. Atangana il n'y a pas si longtemps que cela, que cette personne était devenue française en prison, ce qui est faux, puisque M. Atangana a été naturalisé français en 1988 et d'ailleurs, quand il est revenu au Cameroun, il avait une carte de résident étranger. Donc il me semble que le Cameroun, s'il demande à M. Atangana d'avoir une carte de résident étranger, c'est bien qu'il le considère comme n'étant plus camerounais. Sur le cas de l'avocate que vous citez, pour le coup, je ne connais pas l'affaire avec le même degré de précision sur la question notamment de la nationalité, donc je ne peux pas me prononcer formellement dessus. Ceci étant, il faut quand même savoir que l'on soit français ou camerounais, on a le droit à être jugé et incarcéré, si tant est que la culpabilité est éprouvée dans des conditions décentes. Et il me semble que lorsque des personnes sont dans des situations dégradées sur le plan du respect des procédures, du respect des conditions d'incarcération, eh bien, le fait de le dénoncer et de dire que ça n'est pas normal est quelque chose qui, à terme, je pense, profitera à l'ensemble des personnes qui auraient à connaître la justice camerounaise. Alors à l'heure actuelle, vous semblez douter donc de l'environnement des affaires au Cameroun. Donc, si j'ai bien compris, vous ne pouvez pas recommander aux hommes d'affaires que le président Paul Biya est venu voir en début du mois de février de
se jeter corps et âme dans les investissements au Cameroun, si j'ai bien compris. Écoutez, de toute façon, vous savez que lorsque M. Biya est venu en France, c'était en grande partie pour essayer de relancer des relations économiques avec la France. Il y a eu une rencontre entre M. Biya et les responsables économiques et le MEDEF. Le MEDEF n'a pas eu besoin que des personnes lui fassent un dessin pour se dire et pour faire comprendre à M. Biya manifestement, de ce que nous en savons, qu'à ce stade, il ne fallait pas compter sur eux pour susciter des vocations en termes d'investissement vers le Cameroun, dans la mesure où l'état de droit, le respect des créances n'était pas assuré. Et le problème dans cette histoire, ça n'est pas tellement le fait que M. Biya aurait pu être heurté par les réponses qui lui ont été faites ou par les non-réponses qui lui ont été faites, puisque ça n'a pas finalement satisfait ce qu'il attendait de ce voyage. Les personnes qui en sont victimes, c'est la population, c'est les Camerounais. S'il n'y a pas d'investissement au Cameroun, s'il y a moins d'investissement que ce qu'il pourrait y avoir, ça veut dire moins d'emplois, ça veut dire moins de croissance économique, ça veut dire moins de richesse. Et donc il me semble que le cas de Michel Tiré-Atangana pèse extrêmement lourd sur la volonté des entreprises, non seulement françaises, mais étrangères de façon générale, à venir investir au Cameroun. Et je trouve cela dommageable parce qu'il me semble que le Cameroun est un pays qui a un énorme potentiel, dans lequel il y a une jeunesse qui est extrêmement, nombreuse, qui est forte, qui est enthousiaste, comme toutes les jeunesses à travers le monde. Il serait bon que cette jeunesse puisse profiter des investissements qui pourraient avoir lieu dans ce pays. Une dernière question. Vous partez la semaine prochaine au Cameroun, comme vous l'avez annoncé. Qu'est-ce que vous espérez de ce voyage? Ce que j'espère de ce voyage, c'est d'abord rencontrer Michel Atangana, puisque je le soutiens en président de ce comité de soutien, donc il est normal que j'aille lui rendre visite, de rencontrer les différents services consulaires, puisque beaucoup d'ambassades se sont intéressées au cas de Michel Tiré-Atangana, rencontrer aussi les militants des droits de l'homme à Yaoundé et à Douala, et demander des audiences aux autorités camerounaises pour leur faire part de la vision que nous avons de cette affaire et pour leur demander, une fois de plus, mais cette fois-ci en direct, de mettre un terme rapide à cette affaire et un terme positif, dans la mesure où il serait bon tout de même que le Cameroun sorte par le haut, que les autorités sortent par le haut, que la population, sorte par le haut, parce que du règlement de cette affaire, je pense, dépend en partie la trace que laissera M. Biya, en termes de testament politique, et dépend aussi le bien-être de la population camerounaise. Okay. Monsieur Dominique Sokor, je vous remercie. Merci. Cher Hollande, toi qui as suscité quelques espoirs, j'ose imaginer combien d'inconnus ont battu le pavé pour ton élection à l'Élysée en 2012. Aujourd'hui, on t'a laissé, on t'a observé à peine un an, te voilà en train de faire un revirement, te voilà en train de prendre un virage à 180, voire 360 degrés. Mais Hollande, nous Africains, nous sommes ici aujourd'hui pour te rappeler que si tu as choisi de prendre le même chemin que Sarkozy, tu le trouveras sur ton chemin. Nous sommes ici pour dire aux dictateurs africains que vous pouvez continuer de vous amuser à servir les intérêts de l'Occident, à servir les intérêts de la France, mais sachez que vous qui aimez bien le café sucré, nous allons sabler votre café. On va y mettre du sable à la place du sucre. Et nous sommes là pour vous dire, on ne va pas vous faciliter la tâche. Aux amis africains ici présents, je peux vous dire une chose, la meilleure arme qui vale, la meilleure arme, n'est-ce pas, qui fasse mal à ces dictateurs, c'est que nous nous mettions à travers leur chemin. Ils sont ici pour le sommet. Mobilisons-nous, retrouvons-les là où ils se trouvent. Allons leur dire, là où ils se trouvent, qu'on n'a pas besoin d'eux ici en France, qui rentrent à l'affût pour réparer tout ce qu'ils ont gâté. Donc, chers amis africains,
C'est-à-dire, mobilisons-nous, restons mobilisés, mais sachons aussi qu'il ne suffit pas simplement de parler, il faut aussi qu'on agisse, il faut des actes, il faut qu'on aille là où il faut, leur dire on n'a pas besoin de vous ici. Et j'espère qu'après ici, après ce discours, on va s'organiser pour aller leur dire un petit bonjour. Merci. C'était le général Robert Lafont. L'Afrique se souviendra. Monsieur Biya, libérez-nous, mais monsieur. Monsieur Biya, libérez-nous. La dictature. Monsieur Biya, libérez-nous. De dictature, ça suffit. Libérez-nous. S'il vous plaît, libérez-nous. Les Camerounais sont... Monsieur Biya. Monsieur Biya. Libérez le peuple camerounais. Vous avez pris le peuple camerounais. Non à la dictature. Non à la dictature. Libérez-nous, monsieur. On est en France, on est au Cameroun. Libérez-nous. Jean-Pierre, pour quelle raison je ne devrais pas aller au Cameroun? Explique-moi un peu bien. Mais pour des raisons que toi-même tu connais. Qu'est-ce que je connais? Des raisons là, des raisons. Non mais qu'est-ce que j'ai à me reprocher? Qu'est-ce que moi j'ai à me reprocher? Qu'est-ce que les services camerounais me reprochent? Tu organises des coups avec l'hôtel, tu demandes ce qu'on te reproche. Tu vas saluer l'honneur du président dans un hôtel et après tu demandes ce qu'on te reproche, tu offres toi. Ah, donc c'est moi qui ai sali l'honneur de quelqu'un? Je suis simplement témoin des faits et vous dites que j'ai organisé les faits, c'est ça? La saleté que tu as mis sur le net là, tu crois que tu es fier de toi? Bon d'accord, c'est bien. Donc en fait j'aurais dû remettre les images à Ongolo, c'est ça? C'est pas mon problème ça. Ah mais explique-toi. Mon problème à moi c'est que tu as salé l'image du président. Et en tant que... Donc Emery, tu dis que moi j'ai sali l'image du président? Bien sûr. Tu as salé le président à toi. Et tous les Camerounais vont faire la peau. Donc tous les Camerounais veulent me faire la peau? Ils sont prêts pour ça. Donc, mais quels sont les Camerounais qui sont prêts à me faire la peau? Tente de mettre pied au pied, tu vas voir. Non mais explique-moi, quels sont les Camerounais qui veulent me faire la peau? Ils sont nombreux. Hein. Non mais c'est lesquels? Tu veux que je donne les noms? Oui mais de quoi suis-je coupable exactement? Mais tu sais, tu racontes que tu fais là pour donner à la police là. Moi ça m'intéresse pas. Je t'entends, tu es en train d'enregistrer là. Moi Ouais. je m'en fous complètement de ça. Je t'ai appelé plusieurs fois pour te mettre en garde. Ouais. Les conneries que tu fais là, disant que tu es journaliste, tu n'as aucune carte de journaliste. On va te traiter là comme un flic. Donc qui va me traiter? Qui est chargé de me traiter? Tu veux prendre dans ma bouche, c'est ça? Tu as d'abord fait ça pourquoi? Tu voulais une carte de résident ou une carte de réfugié politique, c'est ça que tu voulais? Les autres qui sont là-bas, les rois, toi, eux, ils ont des raisons qu'ils ont besoin de cartes de réfugiés et compagnie, tout ça. Toi, tu as besoin de ça. Et tu viens te mettre en merde comme ça. Voilà. Soit disant tu es journaliste, tu as quelle carte de journaliste, c'est toi? Bon, ok. C'était comme un petit volet de bâtiment, tu vas voir. D'accord. Ok, merci de m'avoir prévenu des menaces de mort qui pèsent sur moi. Je vais les rendre publiques. C'est pas des menaces de mort. C'est pas des menaces de mort. Non, mais merci de m'avoir prévenu ces menaces de mort. Moi, je vais les rendre publiques tout de suite. Tu me demandes de dire. Non, mais je vais mettre ça sur YouTube tout de suite. Tu mets mon nom là-dessus, mon ami.
moi je vais te traiter, ça c'est sûr. Non, mais t'inquiète pas, d'ici la fin de la journée, tu seras sur YouTube. Bonne journée. Alors, depuis quand vous avez intégré la défense de Michel Thierry-Atangana? À la fin de cette année. Pourquoi? D'abord parce qu'on me l'a demandé et j'ai immédiatement accepté parce que la situation est tellement monstrueuse qu'aucun avocat ne peut hésiter une seconde. Alors, quelle est votre ligne de défense, votre stratégie pour vous faire connaître? Alors, d'abord comprendre ce qui s'est passé, parce que la situation elle est claire, il a d'abord été condamné à 15 ans, et après avoir purgé l'intégralité de sa peine, une nouvelle décision est tombée, plus monstrueuse que la première, 20 ans, auquel s'ajoutent 5 ans de contrainte par corps. C'est-à-dire que tout ça, c'est 40 ans d'emprisonnement, de privation de liberté, pour une infraction qui est totalement, farouchement, férocement contestée, et un certain nombre de manipulations qui me font dire avec certitude que ce n'est pas des décisions de justice qui ont été rendues, mais véritablement une pantalonnade, une parodie de justice. Alors moi je voudrais d'abord pouvoir rencontrer le président de la République camerounaise pour lui expliquer un certain nombre de choses qui ont émaillé ce parcours. Parce que je ne veux pas qu'on ait l'excuse de dire que l'on ne connaît pas la situation. La situation de cet homme est une situation aujourd'hui qui est une situation désespérante. Je rappelle que les autorités françaises se sont mobilisées parce qu'il est de nationalité française. D'ailleurs, dans un certain nombre de documents émanant du ministère camerounais, on disait français d'origine camerounaise. Aujourd'hui, il est camerouno-camerounais, si j'ose dire, pour le maintenir en détention. Et tout ça au mépris de toutes les conventions internationales. Alors, comment vous comptez rencontrer M. Biya? Tout simplement, comme je vous ai rencontré, je vais lui demander s'il accepte de me rencontrer. Et s'il n'accepte pas, je vais le faire. Et s'il n'accepte pas, c'est un aveu naturellement de ce qu'il ne souhaite pas connaître réellement cette situation. Est-ce que vous avez déjà rencontré votre client? Non. Et tout ça va se faire sans doute dans un même trait de temps, mais j'envisage dans les jours à venir de le rencontrer. Merci beaucoup. Oui, alors maître Parfait Valenbeck, est-ce que la situation de l'actualité de Boko Haram qui permet au président Paul Biya d'être auréolé de l'image de grand libérateur d'otages n'est pas défavorable à votre client? Attendez monsieur, moi je ne rentre pas pour régler les problèmes politiques du Cameroun. Il faut être clair là-dessus. Je n'ai aucune légitimité pour faire ça. Ce que je veux, c'est rencontrer le président de la République pour lui expliquer la situation judiciaire à laquelle nous avons été confrontés. Et j'ai un certain nombre d'éléments à lui soumettre. De telle sorte que, quand il aura reçu ces informations, personne, et certainement pas lui, ne pourra dire qu'il ne connaît pas la situation exacte de Michel. Oui, alors actuellement, la Cour suprême du Cameroun a rendu son verdict, donc au niveau de la justice camerounaise, il n'y a plus rien à faire. Qu'est-ce que vous comptez intenter au niveau international? D'abord, il y a Genève, dans la mesure où le Cameroun est signataire de la Convention des droits civils et politiques, dite Convention de New York. Ensuite, il y a aussi une convention franco-camerounaise, parce que je rappelle quand même que Michel Atangana est français, et que l'État français peut demander à ce qu'il vienne en France, et ensuite la situation est singulièrement différente, vous l'imaginez. Donc tout ça, c'est un certain nombre de pistes auxquelles on réfléchit très sérieusement, et tout ça, ça va être mis en œuvre dans les jours à venir. Concernant la rencontre avec le président Paul Biya, il n'est pas facile à rencontrer. Est-ce que vous avez demandé déjà une audience? Alors, on va la demander. Et je ne vois pas pourquoi il ne serait pas facile à rencontrer. Moi, vous savez, je suis un naïf ou un candide, et je crois toujours dans la bonne volonté. Donc je vais essayer de le rencontrer. Ensuite, je rendrai public sa décision d'accepter ou non cette proposition. Voilà, je souhaite le voir un instant, je souhaite lui expliquer la situation, de telle sorte que, je le répète, plus jamais on ne pourra nous dire que l'on n'était pas informé. Alors, votre client est co-accusé avec M. Titus Edzoa de complicité et de détournement de fonds. Alors comment vous comptez, Titus Edzoa, qui lui est camerounais, est co-accusé avec un Français, en l'occurrence M. Thierry Michel Atangana. Est-ce que vous ne pensez pas que le fait de ne défendre que le co-accusé français pourrait être mal perçu par l'opinion? Non mais monsieur, moi je ne peux pas m'inventer un mandat que je n'ai pas. Oui. Je suis avocat parce qu'on m'a demandé de l'être. Oui. Et c'est dans ce sens-là que ça marche. Donc à compter du moment où j'ai été contacté par Michel Atangana, c'est lui que je défends.
Mais la question, s'il vous plaît, les 300 milliards de francs CFA sont un petit peu le schmilblick du problème. Est-ce que si votre client y renonçait ou une partie, ça pourrait débloquer les choses? Non mais attendez, vous ne pouvez pas demander à un homme qui a déjà subi ce qu'il a subi de renoncer à la justice, madame. Les 300 milliards de francs CFA, Non, mais ils ont pas les sous, non? ça s'appelle aussi la justice. C'est évidemment infiniment subsidiaire au regard de sa liberté, mais ça s'appelle aussi la justice. Parce que tout le monde sait au Cameroun qu'on lui doit cette somme. Et comment on va les trouver, cette somme? Madame, ça n'est pas mon souci, ça. Mon souci, c'est d'obtenir d'abord la mise en liberté de cet homme, et ensuite qu'il rentre et qu'il réintègre l'intégralité des droits qui sont les siens. Oui, mais depuis le début de l'opération épervée au Cameroun, aucun grand condamné n'a été libéré. Est-ce que vous pensez que Thierry Michel Atangana ferait une exception? Il n'est jamais trop tard pour bien faire. D'accord, merci maître. Je vous en prie. Qui est le bâtonnier Tchougan, qui est le responsable du dossier de Thierry Michel Atangana au Cameroun. Alors vous avez cette fois-ci décidé de recruter à Paris un ténor du barreau parisien pour défendre le dossier de M. Thierry Michel Atangana au Cameroun. Est-ce que vous croyez que ce sera suffisant pour impressionner les autorités camerounaises? Moi, je n'ai rien décidé du tout. Michel m'a demandé d'accepter que le maître Dupond-Moretti entre dans mon équipe. Donc, par conséquent, comme je n'ai aucun problème, le client, celui le patron du dossier, a décidé de le faire. Et puis, j'accepte cela de bon cœur. Donc, ce n'est pas pour faire pression sur qui que ce soit. Moi, j'ai un dossier technique, je gère techniquement, j'espère qu'on va le gagner. D'accord, mais au niveau de la perception de l'opinion publique camerounaise, le fait que M. Thierry Michel Atangana se prévale la nationalité française pour essayer de se détacher de son compère, M. Titus Joa, avec qui ils sont co-accusés, est-ce que c'est une stratégie qui risque de ne pas être mal perçue par l'opinion publique? Il ne se prévaut pas de la nationalité française, il est français. Il n'est plus camerounais. Il n'est plus camerounais puisque la loi camerounaise indique que dès lors que vous prenez une nationalité étrangère majeure, vous perdez la nationalité camerounaise d'office. Donc c'est un Français. Très bien. Merci Maître Thomas. Nous nous sommes rencontrés en début d'année. Vous prépariez votre voyage au Cameroun. Alors, avez-vous pu rencontrer les autorités camerounaises à cette occasion? Lors de mes différents voyages, je n'ai pas rencontré les autorités officielles du Cameroun, malgré des demandes qui avaient été introduites. Par contre, j'ai pu rencontrer Michel Atangana, qui m'a fait part du fait qu'il était extrêmement sensible à ce que des gens le soutiennent, parce qu'il n'y a rien de pire dans sa situation, quand même 17 ans de détention arbitraire, à avoir finalement le sentiment qu'il serait oublié de tous. Et donc c'est ce qui lui permet de tenir, et c'est ce qui permettra, j'espère, de faire en sorte qu'il soit libéré le plus rapidement possible. D'accord. Est-ce que dans votre stratégie de défense, vous n'avez pas un peu négligé la dimension politique, puisqu'il est co-accusé avec quelqu'un qui est, semble-t-il, coupable d'avoir annoncé sa décision de devenir calife à la place du calife? Mais Michel Atangana n'était pas un proche de Titus Edzoa, contrairement à ce qui a été dit. Michel Atangana n'a jamais fait de politique. Il a été utilisé pour faire tomber l'ancien numéro 2 du régime, Titus Edzoa, mais je pense qu'il faut quand même découpler les choses. Monsieur Atangana n'a pas à être entraîné, n'a pas à servir d'outil pour un règlement de compte politique. Donc vous niez toute relation politique ou projet politique entre Thierry Michel Atangana et Titus Edzoa? Évidemment que je le nie, tout comme Michel l'a nié pendant des années, et tout comme d'ailleurs Titus Edzoa lui-même a dit que cela n'existait pas. On a présenté Michel Atangana en 1997 comme le futur directeur de la campagne présidentielle de Titus Edzoa. Or, tout le monde sait aujourd'hui que c'est faux, puisque cette personne qui était directeur de campagne de Titus Edzoa s'est elle-même présentée au tribunal lors du deuxième procès, et des papiers ont été retrouvés qui prouvaient qu'effectivement c'était lui qui était prévu pour être directeur de campagne. Donc tout ça a été monté, ça a fait partie d'une sorte de cabale médiatique pour salir Michel Atangana et pour qu'on ne vienne pas le défendre finalement en disant cet homme est peu recommandable. D'accord, je vous remercie M. Dominique. De façon très importante, très acharnée, dirais-je, qui va nous dire pourquoi il est dans ce dossier et qu'est-ce qu'il prévoit de faire. Nous avons aussi d'autres intervenants qui prendront la parole juste après Maître Dupond-Moretti et Maître Tchougan. Nous aurons
Dominique Tricot, qui est le président du comité de soutien, pardon, Dominique Sopo, qui est le président du comité de soutien, et Dominique Tricot, maître Tricot, qui est un des tout premiers avocats à s'être intéressé à cette affaire à Tangana. Et puis nous avons aussi la présence parmi nous de monsieur William Bénichou, ancien diplomate, membre du CEPS, qui est une organisation qui soutient le combat pour la libération de Michel Thierry à Tangana, qui prendra aussi la parole. Et puis ensuite, on démarrera la soirée par une projection, on poursuivra la soirée par une projection vidéo que les jeunes du comité vous ont concoctée. Et vous pourrez bien entendu finir cette soirée autour d'un cocktail dînatoire. Voilà, je vous remercie. Sans plus tarder, je passe la parole à Maître Dupont-Moretti. Écoutez, en quelques mots, ça marche le micro là? Oui. Ouais. En quelques mots, d'abord vous dire que l'oubli pour cet homme est la pire des choses. Que, à l'endroit où nous sommes et qui que nous soyons, notre devoir, c'est de ne pas que cette situation tombe dans une espèce de silence, qui est un silence mortifère, qui est le silence de la détention. Bon, la situation, vous la connaissez tous. C'est d'abord 15 ans d'emprisonnement, sans aucune réduction de peine, alors que le code de procédure pénale camerounais prévoit des réductions de peine, parce qu'il paraît qu'il n'est pas en prison. Et de fait, il n'est pas en prison puisqu'il est détenu chez les militaires. Donc, détenu chez les militaires, il ne peut pas bénéficier des règles de la procédure pénale sur l'exécution de la peine. À l'issue de cette peine, qu'il purge totalement, intégralement, il doit, comme n'importe lequel des justiciables dans un état de droit, recouvrer la liberté. On envisage un deuxième procès pour les mêmes raisons. Il est condamné cette fois à 20 ans, auquel il convient, c'est devenu définitif depuis quelques semaines, avec une Cour suprême qui a explosé tous les délais qui lui sont impartis de par la loi, et il convient d'ajouter à ces 20 ans 5 ans de contrainte par corps, c'est-à-dire que tout cela, ça fait un total de 40 ans pour un délit financier qui est un délit financier qui n'a pas été commis. Et grâce au bâtonnier camerounais qui nous honore de sa présence ce soir, j'ai découvert un certain nombre d'illégalités qui sont impensables, absolument invraisemblables. Ça va, il vous le dira peut-être mieux que moi, enfin sans doute mieux que moi, parce qu'il l'a vécu, de la disparition de scellés au changement de juge au dernier moment. C'est-à-dire que ceux qui rendent le verdict ne seront pas ceux qui ont assisté au débat. Sans compter un expert qui nous est à l'évidence favorable, qui va disparaître dans le cours de la procédure judiciaire, pour des raisons totalement inexpliquées. Disparu corps et âme, sans laisser d'adresse. Donc, moi, ce que je voudrais, c'est que l'on retienne qu'il faut avoir une voie commune. Je n'envisage pas une seconde, parce que je n'en ai aucune légitimité, de donner au Cameroun quelque leçon que ce soit. Ni de politique, ni de démocratie, ni de justice. J'ai eu l'idée de vouloir rencontrer le président Biya, pour une raison. C'est qu'à compter du moment où il accepte de me rencontrer, je peux lui dire, on peut lui dire un certain nombre de choses qui ont été faites par la justice camerounaise. Et dès lors, plus aucune excuse ne peut être recevable, et plus personne ne peut nous dire « je ne savais pas ». Nous ne savions pas. J'ai la naïveté, la faiblesse de croire que peut-être les autorités politiques ne savent pas. En tous les cas, moi je ne souhaite pas placer dans l'intervention qui est la mienne cette intervention au soutien des intérêts de Michel dans un contexte éminemment et purement politique. Parce que je n'en ai pas la légitimité. Je sais que le président Hollande est intervenu, nous avons une lettre, alors c'est une vieille lettre si j'ose dire, parce que c'est une lettre de janvier de l'année dernière. Et c'est vrai qu'un an pour lui, un an pour moi, un an pour nous, ça n'est pas la même chose qu'un an pour lui. Donc le président de la République était intervenu et lui avait adressé une lettre en janvier 2013. Les autorités politiques feront ce qu'elles ont à faire. Moi, je ne veux pas m'inscrire dans ce cadre-là. Parce que l'on me dirait à juste titre, mais qui êtes-vous pour nous donner des leçons de maintien, de justice, de démocratie? Ça n'est pas le propos.
Je souhaite en revanche rencontrer l'autorité politique camerounaise pour lui dire un certain nombre de choses que nous savons et que je tiens de mes confrères sur la façon dont les procès se sont déroulés, parce que ces procès ne sont pas des procès, ce sont des pantalonnades. Ce sont en réalité des simulacres de justice. Ça, il faut le dire. Deuxièmement, il faut naturellement rappeler que cet homme est un ressortissant français. Alors, nous avons des lettres de l'État camerounais au moment de son embauche où on le présente comme un Français d'origine camerounaise. Et aujourd'hui, pour ne pas que la France s'intéresse à cette situation, il devient, si vous me permettez cette familiarité, camerouno-camerounais. Il n'est plus français du tout maintenant. Il était français d'origine camerounaise dans les documents officiels que nous avons et dont nous avons la copie, qui nous ont été remis, enfin, qui lui ont été remis à l'époque par l'autorité camerounaise. Et aujourd'hui, au fur et à mesure que le temps passe, que la détention l'abîme, il perd sa liberté, il devient de plus en plus camerounais, de moins en moins français. Il est un ressortissant français. Et j'ai d'ailleurs été ulcéré quand j'ai vu que Michel Blanc, je me suis félicité naturellement, comme nous tous sans doute, de sa libération, était présenté par la presse. Il ne connaît pas toujours l'ensemble des choses, comme le plus vieux détenu français à l'étranger. C'est pas vrai, le plus vieux détenu français à l'étranger, c'est Michel. Alors, il y a d'abord cette intervention auprès de l'autorité politique camerounaise. C'est où et quand il veut, le président. Et si naturellement il ne souhaite pas nous recevoir, nous en tirerons un certain nombre, pardonnez-moi, de déductions, et nous dirons qu'à compter du moment où il n'a pas voulu faire droit à cette demande de rencontre, c'est que cette situation ne l'intéresse pas. La deuxième initiative, naturellement, c'est relancer le processus de Genève. Parce que le Cameroun est un pays qui a signé la Convention de New York, autrement appelée Pacte des droits civils et politiques. Ça engage le Cameroun sur le plan international, mais ça engage aussi le Cameroun sur le plan national. Et sur le plan national, il y a un certain nombre de règles dans cette convention qui définissent ce que doit être une justice ordinaire, je devrais dire impartiale. Elle ressemble d'ailleurs, cette convention, sur un certain nombre de points, à s'y méprendre, à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, qui est la convention, autrement appelée Convention de Strasbourg, que la France a ratifiée. Le troisième volet d'intervention, c'est naturellement ne pas oublier qu'il existe entre la France et le Cameroun et la France, une convention bilatérale qui permet aussi d'envisager l'exécution de la peine. Et puis enfin, il y a un autre volet, et il n'est pas neutre dans cette affaire, qui est le volet pécuniaire. Parce que tout le monde sait aujourd'hui qu'en réalité, l'État camerounais lui doit beaucoup d'argent à Michel. Les internationales qui vont reconnaître l'existence de cette créance, car c'est cette créance, d'aucuns le disent. Moi, je ne veux pas m'engager sur ce terrain, mais d'aucuns pensent, avec un certain nombre d'arguments, que c'est cette créance qui justifie aujourd'hui sa détention. Donc voilà les quelques pistes auxquelles naturellement on songe, et puis une mobilisation médiatique. Parce que ça ne peut pas, cette situation, sombrer dans une espèce d'oubli qui arrangerait finalement tout le monde, sauf cet homme, sauf son fils qui est ici, sauf tous ceux qui sont amoureux de la liberté et de la justice. Donc il faut en parler, il faut mobiliser les gens. Il faut que cette situation, naturellement, ne soit pas une situation qui tombe dans un oubli, qui serait un oubli coupable de notre part. C'est l'une des raisons, c'est la raison pour laquelle moi j'ai accepté, mais tout de suite, de m'engager aux côtés de cet homme. Je voudrais vous dire que dans les jours qui viennent, pour ne pas dire dans les semaines qui viennent, j'envisage naturellement de le rencontrer au Cameroun, et puis d'essayer d'y rencontrer le président s'il est au Cameroun. Voilà les quelques éléments que je voulais vous livrer. Je suis à votre disposition si vous souhaitez me poser un certain nombre de questions. Et puis, merci d'être là, parce que c'est quelque chose et c'est un combat que l'on ne peut pas gagner seul. Un journaliste qui m'interviewait tout à l'heure me disait « mais jamais personne n'a obtenu ». Je lui ai répondu « il n'est jamais trop tard pour bien faire » et c'est vraiment ce que je pense. Voilà, je vous remercie d'être là. J'ai passé la parole à monsieur le bâtonnier, qui connaît le dossier sur le bout des doigts, qui se bat au Cameroun dans des conditions qui sont très difficiles au soutien des intérêts de cet homme et avec lequel, naturellement, je souhaite que nous formions une véritable équipe. Merci. Je vous remercie. Je ne viens pas de Yaoundé, je viens de Douala. Qui vient de Douala alors? Je veux d'abord saluer tous celles et ceux qui ont pris le temps de se déplacer pour venir ce soir
soutenir celui que nous appelons affectueusement MTA, Michel Thierry-Atanga. Je voudrais rétablir un certain nombre de faits pour éviter des amalgames. Le processus pénal au Cameroun est terminé. Il n'y a plus, il n'y aura plus de procès pénal au Cameroun dans le cas de cette affaire. Le dossier Michel Thierry-Atanga, il faut s'en souvenir, se résume à quelques chiffres. 52, 4050, 12 et 18. Ainsi évoqué, ça ne vous dit rien. Il a passé 52 jours en garde à vue. 52 jours en garde à vue. À l'époque, il fut arrêté pour faire de grand banditisme. Par la suite, on a cherché de nouvelles inculpations pour le rapprocher d'un dossier politique. Le 4050, c'est le nombre de jours qu'il a passé en détention préventive. Alors que la loi camerounaise indique que le délai maximum, c'est 18 mois. 12 années correspond au délai d'instruction de l'affaire pour laquelle il vient d'être condamné à 20 ans de prison. 18, c'est le nombre d'années continues passées en maison d'arrêt. Aujourd'hui, le débat n'est pas de savoir si il faut libérer Michel ou il faut le libérer. Le débat aujourd'hui est de savoir quand est-ce que Michel doit sortir. Et à cet effet, je voulais inviter tous ceux qui le soutiennent à avoir une forte pensée pour lui. Nous avons été reçus il y a 2 jours à l'Élysée. Il nous a été indiqué qu'effectivement le président François Hollande a envoyé une seconde lettre au président Biya pour lui rappeler ses engagements. Au mois de décembre, date à laquelle est intervenu le dernier jugement pénal, nous avons été sollicités officiellement pour présenter une demande de grâce. Sur le plan personnel, nous y étions opposés, le client nous a demandé de le faire, nous avons présenté une demande en grâce admission. Je pense que les techniciens du droit comprendront la différence qu'il y a entre une grâce simple et une grâce admission. Depuis 3 ans et demi que je suis dans cette affaire, ça fait 3 ans et demi que je suis dans le dossier. Nous avons découvert quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'il y avait, au-delà du volet pénal, il y avait un volet financier, dont personne n'avait jamais parlé, je me souviens. Lorsque j'ai rencontré l'ambassadeur Bruno Guin, et que je lui ai parlé de ce volet financier, il m'a dit, mais ce n'est pas possible. Pourquoi n'entend-on pas parler avant? De quoi s'agit-il? Michel Tangana, et j'étais surpris à l'Élysée d'entendre dire qu'il était binational. Michel Tangana est un citoyen français. Je parle devant témoin parce que les époux Graal, qui étaient avec moi à l'Élysée il y a 2 jours, son époux s'est offusqué lorsqu'elle a entendu dire qu'il était binational, traité au Cameroun comme un Camerounais et en France comme un Français. Et on lui a dit s'il avait été français, nous aurions agi autrement. Je voulais dire que je défends un citoyen français, même s'il est d'origine camerounaise. Quand je vois les devoirs de Dieudonné, qui est d'origine camerounaise, mais tout le monde le traite ici comme un Français, n'est-ce pas? Donc, pour avoir des conséquences, je souhaite que vous souteniez votre compatriote en dépit de son origine et de sa couleur de peau comme un Français. Alors, de quoi s'agit-il? En 1987, le Cameroun entre en pleine crise économique. Nous sommes en ajustement structurel. L'État ne peut plus faire face à ses engagements concernant les marchés publics, notamment dans le domaine des travaux publics. Les entreprises franco-européennes qui étaient dans le domaine des infrastructures se désengagent du Cameroun en laissant des ardoises extraordinaires. Il y a une négociation qui s'est engagée entre ce groupe d'entreprises et le Cameroun.
et des conventions de règlement et de reconnaissance des dettes sont signées entre ces 12 entreprises dont nous ne citerons pas de nom, mais notez qu'elles sont tous du CAC 40. Le président de la République ordonne au ministre des Finances de signer les conventions. Ces conventions sont donc signées. Monsieur Michel Théa-Tangana est financier dans une grosse boîte dont je ne citerai pas le nom, qui fait partie de ce consortium. Mandat lui est donné d'aller négocier les conditions de règlement de cette dette. Bon, j'ai entendu dire qu'il a été embauché. Michel n'a jamais été fonctionnaire camerounais, jamais. Il n'a jamais été embauché par l'État du Cameroun. Il vient au Cameroun dans le cadre d'un mandat d'un consortium pour négocier des modalités de règlement d'une dette. Arrivé au Cameroun avec 3 autres Français, parce qu'il n'était pas 7. Un accord est terminé. Il est décidé de mettre en place une structure mixte, secteur privé, secteur public, pour gérer cette dette. C'est le début de ce qu'on appelle aujourd'hui le CD2, c'est-à-dire la conversion de la dette en prêt, à condition que l'État qui est bénéficiaire de ce prêt réalise un certain nombre d'infrastructures en donnant ce qu'on appelle, les techniciens le comprendront, un fonds de contrepartie. Les conventions sont signées, la structure de gestion est mise en place, et Michel Théa-Tangana est nommé président de cette structure. Il n'est pas fonctionnaire. En avril 1997, se produit un événement unique. Un membre du gouvernement de la République du Cameroun décide de démissionner et de se porter candidat à l'élection présidentielle. Il se trouve que Michel avait collaboré quelques mois plus tôt avec ce membre du gouvernement. Il est donc appréhendé. Il lui est demandé de dénoncer le politique en question. Michel, qui était un religieux, refuse de se soumettre à ce chantage et il est embastillé pendant 52 jours parce qu'il refusait de dénoncer ce politique. Voilà son crime. Il n'y en a pas d'autre. Perquisition est effectuée chez lui. Ses documents sont confisqués. Son permis de séjour est confisqué parce qu'il avait un permis de séjour au Cameroun. Tous les documents qui établissent qu'il n'a jamais touché un franc de deniers publics sont confisqués. Les scellés disparaîtront et il sera condamné à 15 années de prison dans un procès qui durera moins de 24 heures. Or, ses avocats. Il passera 15 années de prison dans des conditions floues où la confusion a fait en sorte que l'opinion publique française ne comprend pas ce qu'un Français va faire au Cameroun dans la gestion des fonds publics, ce qui est naturel. On ne comprendrait pas que je sois poursuivi en France pour détournement de fonds publics alors que je suis ni français ni fonctionnaire français. Ça a perturbé l'image. Il est resté dans ce flou pendant 17 ans. Nous sommes rentrés dans ce dossier il y a 3 ans et demi. Lorsque la seconde affaire a été appelée. En 3 ans et demi, il a été démontré de manière irréfutable que le dossier était vide et que finalement ce monsieur n'avait rien à faire dans ce box. Et la conviction a été acquise par les 3 juges qui étaient innocents et nous nous apprêtions à attendre le prononcé d'un acquittement la veille du délibéré. Des décisions administratives sont intervenues pour faire exploser la collégialité des 3 juges et désigner 2 nouveaux juges dont aucun des 2 juges n'avait assisté aux audiences. Effectivement, la décision que tout le monde connaît est tombée. Le code de procédure pénale camerounais est extrêmement clair. Les juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences ne peuvent pas participer au délibéré sous peine de cassation. Cette critique n'a pas été acceptée par la Cour suprême. Voyez-vous, nous sommes des professionnels, nous accompagnons Michel et nous l'accompagnerons jusqu'au bout. Il lui a été demandé de présenter une demande de grâce à la veille de la fin de l'année. 2 événements sont intervenus pour perturber ce calendrier.
c'est la libération des otages français kidnappés entre guillemets par Boko Haram. Alors que nous nous attendions à l'annonce de sa libération au 31 décembre, une libération miraculeuse est intervenue et c'est cette libération qui a été annoncée en fin d'année. Je voudrais que vous en preniez parfaitement conscience. Vous êtes loin du dossier, vous êtes loin de la réalité politique de mon pays. Moi, je ne suis pas venu ici pour critiquer X ou Y. Je note que les autorités françaises, dès lors qu'elles ont eu la réalité du dossier, en passant par le ministre des Affaires étrangères, M. Laurent Fabius et M. François Hollande, ils ont fait ce qu'il fallait faire pour soutenir le processus qui devait aboutir à la libération de François Hollande. Tout sous de Michel lapsus linguique. Mon président, M. Pierre-Paul, pendant longtemps a été manipulé dans le cadre des informations qui remontaient. On lui a notamment caché d'abord le fait que Michel n'était pas camerounais, les documents l'établissent. On lui a notamment caché qu'en réalité, il n'y avait pas de dossier financier, il a découvert il y a quelques semaines. Aujourd'hui, nous sommes, depuis 1992, nous sommes aujourd'hui convaincus qu'il y a non seulement un volet financier, mais que le Cameroun accepte qu'il y a ce volet financier. Une instruction 2012, une instruction présidentielle a été ordonnée. La police judiciaire camerounaise a enquêté. Des conclusions ont été produites. Les chiffres juin 2012 sont les mêmes que les nôtres. La créance en juin 2012 était de 278 milliards. Aujourd'hui, nous sommes à 360 milliards de francs dus par le Cameroun au consortium. Ça durera le temps que ça durera. Mais un jour viendra où il faudra faire face à ces engagements-là. Les conflits qu'il y a aujourd'hui dans le système politique camerounais sont des conflits qui ne concernent pas Michel Théâtre. Il est la victime expiatoire d'un combat politique dont il est étranger. Je dis toujours qu'en 1997, il s'est trouvé au mauvais moment, au mauvais endroit. Il faut intégrer cette donnée si l'on veut que cette affaire aboutisse. Nous sommes très près du but. Je vous demande en toute simplicité que ceux qui nous rejoignent aujourd'hui aient l'humilité de ceux qui ne connaissent pas le dossier, qui viennent voir sur le terrain. C'est très compliqué. Les conditions de détention du Michel Théâtre sont difficiles. Toutes les semaines, toutes les 2 semaines, nous sommes obligés de négocier pour qu'ils puissent bénéficier de ce qu'on appelle des commodités primaires d'un homme. Et pour cela, moi je suis définitivement convaincu que ce ne sont pas les oukas, ni les... Vous savez, pour ceux qui connaissent pas mon pays, chaque pays est un pays avec ses complexités, avec ses difficultés. Mon président, c'est un homme très particulier. C'est un jésuite. Il inscrit tout ce qu'il fait dans la durée. Quand vous attendez une semaine, il met 3 mois pour décider. Donc c'est pour ça que je suis tellement serein et calme, que je suis convaincu qu'il va donner une réponse positive à la demande du président François Hollande qui vient de partir. Nous l'a annoncé il y a 2 jours. Moi je rentre avec la conviction que notre devoir, notre travail, c'est de faire en sorte que la pression de l'opinion ne baisse pas. Que ceux qui aiment Michel fassent en sorte qu'ils sachent que personne ne l'oubliera. Je suis quand même impressionné. Donc en France, les prises d'otages sont suivies, je vois des grandes photos sur les mairies, j'entends les grandes déclarations. Pour Michel, je ne vois rien, je vois des petites photos là, un peu compliquées, etc. Je pense qu'il est important que vous vous mobilisiez de ce point de vue-là. Que des mairies s'engagent pour que tous les soirs, alors qu'on invoque les otages, qu'on n'oublie pas, mais qu'on ne l'oublie pas. Parce que l'oubli, c'est l'antichambre de la mort. Et pour quelqu'un qui a passé 18 ans en Bastille, il sort pas. Il n'a pas de corvée.
il quitte sa maison d'arrêt escorté par, n'est-ce pas, 15, 20 gendarmes pour aller, n'est-ce pas, au palais de justice, pour qu'il puisse tenir. C'est qu'il a un mental extrêmement puissant. 18 années, ce n'est pas rien. En isolation, ce n'est pas rien. Et il est malade. Pour ceux qui... Parce que vous savez, on cache des choses. Michel est atteint d'une plaie incurable. Il a été opéré plusieurs fois dans des conditions compliquées, mais il tient. Quand je suis parti de Douala, de Yaoundé, il m'a dit, dis-leur que je ne céderai pas, je ne mourrai pas. Si je meurs, sachez qu'ils m'ont suicidé. Voilà, je suis venu témoigner pour lui et vous dire que le combat que nous menons pour sa libération, ce n'est pas un combat pro domo. Dans ma posture, rien ne m'engageait à être à ses côtés, pour des raisons que tout le monde peut comprendre. Ma posture institutionnelle m'interdisait même d'être à ses côtés. J'ai fait le choix. J'ai fait le choix de la liberté, j'ai fait le choix de la vérité, j'ai fait le choix d'un combat pour lequel je suis convaincu que dans quelques semaines, nous aurons la solution. Pour revenir au volet financier, beaucoup sont intervenus pour faire séparer le volet financier du volet pénal. Beaucoup d'autorités ont souhaité que l'on séparera le volet pénal du volet financier pour permettre une meilleure négociation avec les entreprises franco-européennes et trouver les meilleurs moyens pour les payer. Je voudrais féliciter les dirigeants de ces multinationales. Ils n'ont jamais revoqué le mandat qu'ils avaient donné à Michel Théodore. C'est peut-être pour ça qu'il est encore en vie. Je pense que si ce mandat l'avait lâché, lui-même, me semble-t-il, aurait lâché. Nous attendons dans les jours qui viennent les décisions qui vont être prises par le président de la République du Cameroun. Il y a des choses que je ne peux pas dire pour ne pas perturber un processus politique qui est en cours. Mais tout ce que je sais, c'est que les batailles sont féroces à Yaoundé pour sa libération. Parce qu'entre en jeu dans ce dossier la question de l'indépendance de la magistrature au Cameroun, la question de la séparation des pouvoirs au Cameroun, la question du respect, comme disait le président François Hollande, de la parole donnée. Et je pense, compte tenu de la qualité et de la culture du président Biya, je vous ai dit que les jésuites, la parole donnée chez nous a un sens. Et cette parole qui est perturbée par beaucoup d'intervenants périphériques finira un jour par triompher. Parce que voyez-vous, on a beau empêcher la rivière de couler, vous avez beau l'enterrer, elle finit par apparaître quelque part et tout le monde est obligé de la voir. Moi, je suis venu vous dire ce soir, je vous remercie d'être venu pour soutenir cette action. Je suis venu vous dire que dans mon pays, le Cameroun, il y a des gens forts qui sont engagés auprès de M. Théodore et qui n'ont peur de rien du tout. Et vous, on a beau dire que c'est l'Afrique, ce sont des pays, je ne sais pas comment, mais je ne suis pas convaincu que les errements que l'on constate là-bas, on ne les voit pas ici non plus. Donc par conséquent, moi je suis un fils de l'éducation française. J'ai fait toutes mes études ici à Paris, mais je me suis résolu à rentrer parce que je suis convaincu que tant qu'il n'y a pas de combattant de la liberté dans mon pays ne trouvera jamais ni les équilibres, ni la liberté, ni la paix. Alors ce soir, j'ai envie de vous dire merci d'abord à SOS Racisme d'avoir bien voulu organiser cette soirée. J'étais censé partir ce matin, je suis resté pour ça, je vous remercie. Continuez votre combat. Je me souviens du concert que j'avais organisé au théâtre de la Porte Saint-Martin. Et c'est après ce concert que Alain Zedi créa SOS Racisme, il y a longtemps, j'étais encore étudiant à l'époque.
je vois que le combat continue. Je voulais remercier mon confrère Dupont-Moretti de nous avoir rejoints dans ce combat ô combien difficile. Ce était peut-être préférable que tu me rejoignis lorsqu'il y avait encore des choses à dire aux magistrats, mais maintenant que le combat est fini à Yaoundé, mais nous avons encore une instance à Genève. Non pas dans le domaine des Nations Unies, parce que dans les conventions que le Cameroun a signées avec ces multinationales, il y a une clause d'arbitrage qui loge le contentieux à Genève. Bon, si rien n'est fait, dans les jours qui viennent, nous allons être obligés de saisir, n'est-ce pas, le tribunal arbitral de Genève pour arbitrer le litige financier pour que chacun voit qu'en définitive, la raison pour laquelle elle est là, je te rejoins, pour laquelle Michel Atangana est encore en prison, ce sont les intérêts financiers. Chacun va avoir son gâteau, il va falloir qu'on règle cette question de manière définitive. Je voulais dire à ceux qui veulent se battre à nos côtés, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur, c'est Bontila qui disait ça il y a quelques années. N'ayez pas peur. C'est nous qui sommes sur le terrain. Les premières balles, s'il y en a, c'est nous qui les prendrons. Mais nous le prendrons avec la fierté de ceux qui se battent pour un homme qui n'a rien fait. Ce garçon n'a rien fait. Il n'a pas pris un centime des deniers publics de mon pays. Et ça, tous ceux qui ont lu le dossier, ils le savent. Mais ceux qui veulent se voir la face finiront par être jetés, n'est-ce pas, aux orties de l'histoire. Voilà pourquoi ce soir je suis là. J'ai dit ce que j'avais à vous dire. J'espère que demain, nous aurons l'occasion de nous revoir. Je voudrais remercier les époux graves qui sont là, qui sont les parents adoptifs de Michel Thierry Atangana. Je voulais dire à son fils, à ses deux enfants, que le combat ne fait que commencer. Un jour viendra où vous serez reconnus, ici et là-bas, parce que les sangs mêlés, c'est cela. Il faudra qu'un jour vous sachiez que votre père n'est pas un brigand, ce n'est pas un escroc, ce n'est pas un voyou, c'est un homme d'église et un homme de paix. C'est un financier. Il m'a dit, le jour où je suis libéré, je ne prendrai pas la parole parce que je n'ai rien à dire. Mais j'espère que le jour où il sera libéré, vous serez tous là pour fêter avec nous ce jour-là. Parce que je suis convaincu que ce jour-là arrivera. Qui eût pu penser, en 1961, que Mandela serait libéré? Il a été, et aujourd'hui il est célébré par le monde entier. Je pense qu'il faut repositionner le cas Michel Thierry Atangana dans une perspective historique. Et il faut que la France s'approprie ce combat. L'aide que vous nous apporterez, c'est de faire en sorte qu'il ait le même traitement que les autres Français en difficulté dans des pays étrangers, j'ai dit. Bravo. Merci beaucoup, Maître Kingan. Je vais être honnête, cette fois-ci, c'est pas vous qui m'avez convaincu d'accepter ce dossier, c'est Eric Atangana. Parce que j'ai été impressionné, je le dis devant lui, par le courage et la mobilisation de ce jeune qui n'a à peu près jamais vu son père et qui se bat à la fois pour qu'il soit blanchi et à la fois pour qu'il soit libéré. Voilà pourquoi c'est un très beau combat. Ce que je voudrais dire, c'est que la famille Atangana a été d'un courage judiciaire qui lui permettrait d'avoir un prix dans quelques Oscars ou quelques livres de record. Parce que tout le monde, à commencer par eux, savait depuis le premier jour que cette procédure était une parodie. 17 ans plus tard, c'est encore plus une parodie. Alors, ils ont joué le jeu jusqu'au bout. Un premier procès qui ne ressemble à rien, après 56 jours de garde à vue, des avocats pas prévenus, un procès dans une nuit, 15 ans prononcés. Et puis, alors que les faits sont prescrits, alors que c'est les mêmes faits qui sont poursuivis une seconde fois, on en remet une couche et 20 ans de plus. Puis, un recours devant la Cour suprême, où on nous fait croire pendant des mois que si la Cour suprême ne peut pas rendre son arrêt, c'est parce qu'elle n'a pas d'encre pour la photocopieuse. Ce qu'on sait depuis le départ, c'est que pour les raisons
lié à un ami opposant de Biya, qui est un ami de Michel Atangana, on sait que depuis le départ, c'est le président Biya qui rend toutes les décisions de justice avec des juges qui sont des faux juges. Et ça, je crois qu'il faut le dire. Alors, moi, je suis à la fois très prudent, parce que je pense que l'Afrique, notamment l'Afrique de l'Ouest, c'est des régions où il faut aller sur la pointe des pieds. Éric Dupond-Moretti a parfaitement dit quelle prudence il fallait avoir. Et en même temps, vous ne verrez pas à mon œil le sanglot de l'homme blanc. Les criminels, ils se font poursuivre partout. Et c'est la raison pour laquelle on a lancé 2 procédures qui, à mon avis, devraient connaître des résultats rapidement si la grâce annoncée n'intervient pas dans quelques jours. Mais j'avoue que je rêve que M. le bâtonnier ait raison. Je ne vois pas pourquoi M. Biya a rendu cette décision de la Cour suprême. C'est pour rendre un décret de grâce 3 semaines après. Admettons, si ce n'était pas le cas, il y a actuellement une commission qui est saisie, qui est une commission qui a une vraie influence en droit international, qui est le président rapporteur du groupe de travail sur la détention arbitraire du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Et nous avons saisi M. Malik El Agisso le 19 février 2013. Nous savons que le rapport a été déposé, que s'il y a eu un rapport, probablement ils ont trouvé un certain nombre d'éléments assez peu favorables aux autorités camerounaises. La procédure, c'est que ce rapport est secret et qu'il est communiqué aux autorités camerounaises. Et dans quelques jours, vous connaîtrez à la fois le texte du rapport et les réponses des autorités camerounaises que nous attendons avec impatience. Et à ce moment-là, l'ONU pourra effectivement intervenir. Alors, il y a bien longtemps, on sait qu'on n'est plus dans le judiciaire. N'oubliez pas que Michel Atangana est sur la liste des détenus politiques des États-Unis depuis 2005. Mais le fait que l'ONU dénonce publiquement le Cameroun est probablement un élément qui fera avancer les choses. Le second élément qui me donne espoir, c'est que vous vous êtes aperçu que depuis quelques années, un certain nombre de dirigeants africains comprennent que l'impunité c'est fini, qu'il y a des mandats d'arrêt qui sont exécutés, qu'il y a des poursuites qui aboutissent. Et c'est la raison pour laquelle nous avons déposé le 17 décembre dernier une plainte. Contre qui? On sait que Michel Atangana est détenu hors de toute légalité, puisqu'il n'est pas détenu dans des locaux de l'administration pénitentiaire, mais dans des locaux qui dépendent du ministère de la Défense. Donc, nous avons déposé plainte contre M. Amadou Ali, qui est le vice-premier ministre actuel, qui a été ministre de la Défense de 1997 à 2001, Laurent Esso, ministre de la Justice actuel, ministre de la Défense d'avril 2001 à décembre 2004, Monsieur Alain Mebengo, ministre de la Défense du Cameroun, préfet du département de Mfundi en 1997, ainsi que toute autre personne que l'enquête identifiera. Alors, le procureur de la République de Paris a accueilli favorablement cette plainte, et il est très probable, et vous pouvez le dire, que les gens, on vient de citer les noms, présenteront des risques s'ils vont faire du ski à Courchevel cet hiver. Voilà. Ça, c'est l'aspect juridique. Ce que je voudrais aussi dire, et conclure là-dessus, c'est que depuis 30 ans que nous menons des combats judiciaires avec SOS Racisme, la seule certitude que j'ai acquis, c'est que le judiciaire ne vaut rien sans votre mobilisation. Que c'est pas moi, c'est pas les avocats, c'est vous qui ferez libérer Michel Atangana. Que la plainte déposée en France aura d'autant plus d'effet qu'à sa prochaine conférence de presse, Mme Taubira sera interrogée sur l'avancée du dossier. Plus on parlera de ces actes de procédure, plus cela reviendra en boucle. Donc, battons-nous, on va gagner. Merci. Merci Dominique. Merci Dominique sur cette affaire et sur cette mobilisation et ton sentiment par rapport à cette détention terrible de ton père. Dominique Tricot t'a rendu hommage, le bâtonnier Tchungan aussi. Et qu'est-ce que tu as à nous dire en cette soirée sur cette situation terrible que vit ton père? Alors bonjour, merci à tous d'être venus aujourd'hui pour entendre parler de l'histoire de mon père. Pour vous dire, quand je vois mon père, j'ai encore du mal à comprendre comment il a réussi à tenir le choc durant 17 ans. Ce qu'il faut savoir, c'est quand même qu'il est dans une prison de 7 mètres carrés, où il a droit à être sur une petite terrasse la journée, mais ça ne remplace pas la liberté que pourrait avoir un homme.
Nous, avec la famille, nous nous sommes battus toutes ces années. On a souvent été seuls, mais c'est vrai que depuis un an, il y a une réelle avancée due au comité de soutien qui a été créé, les avocats qui ont été saisis. On a vraiment fait un travail énorme. Maintenant, un an plus tard, malheureusement, c'est pas encore positif parce que mon père s'est vu confirmer la deuxième condamnation de 20 ans, ce qui est vraiment tragique. Et maintenant, je demande vraiment aux autorités françaises, aux médias, à tout le monde de se mobiliser pour que cette affaire ne reste pas dans les oubliettes et surtout qu'on ait gain de cause et pour que les autorités françaises restent soit devant leurs responsabilités. C'est très important et j'en suis convaincu de toute manière qu'il sortira un jour et de toute manière il se battra jusqu'à qu'il soit libéré. Il a fini, je voulais que dans le fond on l'entende mieux. Merci Eric, merci. Je voudrais tout d'abord dire que j'ai été impressionné par la clarté des explications données par le bâtonnier camerounais Maître Dupond-Moretti. Je mesure en même temps l'extrême complexité judiciaire, procédurale, la complexité des enjeux autour de ce dossier, mais en même temps la clarté parfois un peu brutale de la situation. Comme vous le savez, le CEPS est un think tank privé auquel j'appartiens. Depuis que j'ai quitté le Quai d'Orsay, je me consacre à des questions diplomatiques. Et il faut savoir que le CEPS est très attentif à toute la question des droits de l'homme, à la culture de paix en général. Il a manifesté une très forte attention à l'endroit du dossier de Michel Atangana. Et j'ai beaucoup apprécié ce que vous avez dit, monsieur le bâtonnier, c'est que finalement, il y a une note d'espoir. Au-delà de toutes les difficultés rencontrées, et comme le dit un proverbe de Peul, on ne ramasse pas un caillou avec un doigt, et je suis convaincu que cette affaire trouvera sa solution, non pas dans une opposition de la France vis-à-vis du Cameroun vis-à-vis de la France, et que cet ensemble, responsables politiques français et responsables politiques camerounais, vont trouver une solution. Et je suis convaincu aussi qu'avec un minimum d'attention, un minimum de clairvoyance, on saura dissiper les malentendus et je souhaite vivement que Michel Atangana puisse resserrer très vite son fils et ses enfants dans ses bras. Je vous remercie. Merci beaucoup William. Le comité de soutien... Pas parce qu'on a des choses à se dire. Encore Alors, évidemment, nous on essaye de se battre sur le terrain, ici. Mais déjà, en tant qu'Africains, on a le devoir aussi de s'élever, parce qu'on s'élève ici contre ce qui se passe ici, mais on a aussi le devoir de s'élever contre les injustices qui se passent sur le continent. Je me mets à la place des enfants de Michel Atangana et j'imagine la souffrance que ça peut être pour sa famille. Moi qui ai grandi sans mon père et ma mère, je sais à quel point, lorsqu'on grandit sans ses parents, il est difficile de se construire. Lorsqu'on grandit sans son père, qui est entre guillemets son modèle, la complexité que ça laisse, même pour la suite de la vie. Et c'est une des raisons pour lesquelles, lorsqu'on m'a parlé de cette affaire et qu'on m'a demandé de faire partie du comité de soutien, évidemment, il n'y avait pas d'autre possibilité pour nous que de nous engager là-dessus. Mais tous ces combats-là ne se gagnent qu'avec l'ensemble des gens qui se mobilisent pour chaque énergie, chaque personne apporte son soutien, son énergie, et ça permet déjà de soutenir la famille, de ne pas se sentir seul, parce que j'imagine, pendant ces 16 dernières années, comment ils ont dû se sentir seuls. Comme il disait, depuis un an, il y a du monde qui se mobilise sur l'affaire, donc ça doit les soulager un peu, leur redonner un peu d'espoir. Et je pense que c'est d'ailleurs ce qui fait tenir, c'est l'espoir. C'est l'espoir. Et je suis convaincu que avec la mobilisation de tout le monde, ils finiront par avoir gain de cause. Et on retrouvera Michel Atangana très prochainement, je pense. Merci Ross. La personnalité emblématique du combat de ce comité qui, dès le départ, a accepté
de diriger ce comité et de manière acharnée, lui aussi, de manière permanente. C'est notre ami, et je voudrais vraiment qu'on lui fasse une ovation, Dominique Sopo. Bravo. Je suis acharné comme tous ceux qui se battent sur ce dossier, au demeurant. Alors, il est vrai que lorsque nous avons appris avec Ibrahim l'existence de cet emprisonnement arbitraire, nous avons décidé ici en France de contribuer, d'initier la création d'un comité de soutien. Ça fait quasiment un an jour pour jour d'ailleurs que ce comité a été créé. Et beaucoup de choses ont déjà été dites, donc je ne vais pas revenir sur l'affaire Atangana. Je pense que vous êtes bien informés de quoi il en retourne et du côté de l'aspect innocent de cette personne qui est en prison depuis 17 ans. Ce qu'il faut dire, c'est que passer 17 ans en prison, quand on est coupable, c'est déjà extrêmement long, mais en plus, lorsque l'on est innocent et que l'on a finalement à chaque fois des perspectives de libération qui sont déçues, ça renvoie aussi finalement quasiment à des formes de torture psychologique. Lorsque l'on est éloigné des siens pendant une aussi longue période, lorsque l'on voit sa vie s'écouler dans une sorte d'absurdité finalement quotidienne, on est quand même face à des traitements extrêmement dégradants et qui ne sont pas dignes. Lorsque nous nous sommes intéressés à cette affaire, c'était pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il y a un cas individuel, une injustice individuelle. Lorsque l'on est combattant pour les droits de l'homme, puisque j'étais président de SOS Racisme, eh bien on ne peut pas être insensible à cette question, à ce champ de problématiques, parce qu'il y a la souffrance d'un homme, l'injustice qu'il subit, ainsi que celle que subissent sa famille et ses proches. Il y avait également dans ce dossier, le bâtonnier Djungan l'a exprimé, un enjeu financier qui fait que finalement autour de cet enjeu, puisque comme on dit souvent, on est quand même dans une situation originale où c'est le débiteur qui retient son créancier en prison, ce qui est quand même assez original. Pour ceux qui ont des problèmes de loyer, ce serait peut-être une façon de procéder que de mettre son propriétaire en prison, mais en général c'est plutôt l'inverse qui se passe, s'il devait y avoir une réaction. Mais il me semble, et j'y étais sensible évidemment, que l'on est là face à la question des conventions en matière économique et que pour que le Cameroun puisse se développer comme il peut se développer, parce qu'on est quand même dans un pays où il y a beaucoup de jeunes, où il y a des ressources, où les gens sont bien formés d'ailleurs de façon générale, eh bien il faut aussi qu'il y ait la capacité à attirer des investissements, et attirer des investissements des investisseurs, c'est aussi faire en sorte eh bien, qu'il y ait cette indépendance des pouvoirs dont parlait le bâtonnier, qu'il y ait une justice qui dise le droit, enfin des juges qui disent le droit, les avocats le disent, mais bon, ils ne sont pas forcément suffisamment entendus dans les prétoires. Voilà, donc il me semble que tout cela a créé évidemment un fort intérêt pour cette affaire, une grande sensibilité à cette affaire, et je pense que l'élément fondamental, ça a été répété à plusieurs reprises dans la soirée, c'est de faire en sorte, premièrement, de rappeler que Michel Atangana est un citoyen français et qu'il doit être traité par les autorités françaises avec la même fermeté que n'importe quel autre citoyen français, puisque si depuis quelques années, les autorités françaises se sont intéressées à ce dossier, il faut quand même rappeler qu'entre 1997 et 2010, Michel Atangana a été privé de visite consulaire malgré ses demandes répétées, alors même que tout citoyen français a le droit, évidemment, de bénéficier de la visite consulaire, de la protection consulaire, et donc il faut le rappeler, parce que pendant toute une période, manifestement, ça n'a pas été évident pour tout le monde que quelqu'un qui s'appelle Atangana et qui a la peau peut-être un peu plus foncée que la moyenne dans ce pays doivent être traités comme un citoyen français à part entière. Et deuxièmement, il faut rappeler qu'il y a le risque de l'oubli. Cet oubli, il serait dramatique à deux égards. Il serait d'abord dramatique vis-à-vis de Michel, qui nous répète constamment que le fait qu'il sache que des gens se battent eh bien, est aussi pour lui une condition pour aller bien, parce qu'il sait qu'il n'est pas oublié, qu'il n'est pas tout seul, même s'il est isolé depuis de nombreuses années
dans une partie du secrétariat d'État à la Défense à Yaoundé. Et deuxièmement, l'oubli, il serait aussi tragique parce que, cela a aussi été effleuré, il y a au Cameroun des personnes qui essayent de faire le dos rond en essayant de faire en sorte que cette affaire disparaisse des radars médiatiques, qu'on ne l'évoque plus finalement. Et il est extrêmement important, et je salue moi aussi à mon tour le travail des journalistes qui ont suivi cette affaire depuis plusieurs années. Il est important de faire en sorte que cette affaire reste au niveau des radars journalistiques, qu'il y ait un intérêt qui continue à y être porté pour faire en sorte que les autorités camerounaises qui sont traversées par des tensions extrêmes sur le cas Atangana, eh bien, puissent finir par trancher dans le bon sens, parce que sans vouloir là non plus rentrer dans les détails, il me semble qu'au sein du régime camerounais, il y a des personnes qui voient aussi dans ce dossier un exemple d'évolution positive dans la construction d'un état de droit plus achevé, dans le fait que la justice puisse fonctionner sans des pressions ou des influences diverses et variées. Et maintenant, la décision, elle est évidemment formellement dans les mains de Paul Biya, puisque la grâce amnistiante, c'est à lui de l'accorder ou non. Mais sachez que la pression que l'on met est une pression qui permet aussi de renforcer tous ceux au Cameroun, qu'ils soient défenseurs de Michel Atangana ou qu'ils soient même des politiques qui essayent de faire en sorte que ce dossier trouve une issue positive. Eh bien, c'est en faisant cette pression que l'on renforcera ceux qui au Cameroun, de plus en plus nombreux d'ailleurs me semble-t-il, veulent faire en sorte que cette affaire se termine positivement pour Michel Atangana, parce qu'ils perçoivent bien que si cette affaire se termine positivement pour Michel Atangana, ce serait aussi quelque chose qui serait positif pour le Cameroun et pour ses capacités à se développer et à offrir un avenir à sa jeunesse et plus généralement à sa population. Donc la décision est dans les mains du président Biya, qui je pense aujourd'hui a tous les éléments en main pour effectivement savoir que Michel Atangana n'a pas essayé de faire un putsch en 1997, que Michel Atangana n'a pas volé d'argent, que Michel Atangana n'a jamais nourri de projets de détournement d'argent ou de projets politiques plus ou moins tordus. Il est au courant aujourd'hui, parce qu'il en a été informé, que les procès se sont passés de façon totalement irrégulière, et donc maintenant nous attendons qu'il tranche rapidement dans le bon sens, parce qu'effectivement, même si pour lui, ça peut lui sembler finalement, j'allais dire, une issue positive et rapide de se décider dans les semaines qui viennent, pour Michel Atangana, chaque jour qui passe est un jour d'injustice supplémentaire. Et lorsque l'on a fait 17 ans de prison, eh bien, sachez qu'un jour, c'est une éternité. Et donc c'est aussi les messages que nous fait passer régulièrement Michel Atangana. Mais quand je vois la mobilisation de toute une série de personnes, de personnalités, de journalistes ce soir, je suis convaincu que ce dossier restera un dossier qui sera traité régulièrement, qui reviendra régulièrement dans l'actualité et qui trouvera, je l'espère, une issue positive rapidement. Ça dépend de Paul Biya, mais ça dépend aussi de nous, de tous ceux qui se mobilisent autour de Michel Atangana. Voilà, donc je vous remercie, tout en disant que des personnalités n'ont pas pu être là ce soir, mais elles ont manifesté leur soutien. Edwige Avis, ancienne ministre, Fadela Amara, également ancienne ministre, notamment, pour ce que j'en sais des gens qui se sont excusés, apportent leur soutien. Ils font d'ailleurs partie officiellement du comité de soutien à la libération de Michel Atangana. Et je félicite une fois de plus l'ensemble des avocats qui travaillent dans ce dossier. Maître Dupont-Moretti qui a rejoint récemment le dossier, Maître Tricot qui a évoqué les procédures qui ont été réalisées, et évidemment Maître Djungan et
le bâtonnier Tchungan, mais qui est aussi un maître. Donc le bâtonnier Tchungan, notre maître à tous, voilà, ça va comme ça. Bon. Donc le bâtonnier Tchungan, qui par ailleurs, avec d'autres avocats aussi au Cameroun, qui le coordonnent, font preuve d'un grand courage, parce que, je veux dire, défendre Michel Atangana en France, bon, a priori, il n'y a pas trop de danger. Défendre Michel Atangana au Cameroun, ça demande aussi un certain courage moral et physique. Et je pense que l'énergie que l'on peut déployer ici, c'est une façon de rendre hommage à ceux qui se battent là-bas, et c'est aussi pour eux une protection. Hein, sans vouloir en dire plus, je pense que tant qu'on parle de l'affaire, il peut y avoir des gens qui sont plus sereins à défendre Michel Atangana, et il est important que ceux qui défendent les droits de l'homme aient une certaine sérénité lorsqu'ils agissent. Voilà, je vous remercie. Merci. Juste pour finir, vraiment ça va être la fin. Vous pourrez prendre le verre de l'amitié, de la liberté, si j'ose dire, et manger quelques canapés avec nous. Je vais nous lire un texte pour Michel. Mylène. Pardonnez d'avance mon émotion, je suis toujours très émue quand je lis ce texte. Un homme est enfermé qui n'a pas mérité. Ce sort injuste, inhumain, insensé. Un homme est écorché, dénutri, amaigri, seul, entre confiance et désespoir. Pour survivre, il n'a que l'écriture et la fidélité de ses proches, l'attente. Les régimes qui se suivent se haïssent parfois. Un homme se trouvait seulement au mauvais endroit, au mauvais moment. En toute honnêteté, en toute intégrité, il exerçait seulement sa profession. Voilà maintenant 16 ans qu'écorché, fatigué, il regarde le monde de l'intérieur de lui-même. Moi, je me suis émue pour lui et pour sa famille dans la peine. Un fils qui a grandi sans connaître son père, des enfants qui pleurent la nuit, cette famille qui ne perd pas espoir en combattante courageuse. Alertée par les cris de tous ses amis, les autorités françaises ont agi récemment et la libération devrait être imminente. Il faut, de toutes les forces de nos voix unies, par l'art, le chant, la danse, la musique et la poésie, crier son nom comme une pétition, une prière, une action. Pour Michel, notre compatriote innocent, libération. Merci beaucoup Mylène, merci à tous, et n'hésitez pas, lâchez-vous le pot de l'amitié, et à très bientôt. Nous vous tiendrons au courant des différentes initiatives. Tous les mois, nous agirons, nous organiserons des initiatives pour la libération de Michel. Merci à tous, bonne soirée.